Nous voici de retour devant l'émergence de Bourne afin de vous raconter la suite de nos travaux et les résultats de ces 3 dernières années à plonger dans cette magnifique source qui alimente en eau potable toute une vallée. Cette rivière souterraine émerge par temps de pluie à travers des grilles pour alimenter un canal. Ces eaux, sorties par magie des veines de la terre, vont ensuite se jeter dans la Gervanne, puis dans la Drôme, à la hauteur de Mirabel et Blacon. Cette rivière souterraine circule à son exutoire sous Beaufort-sur-Gervanne. Par de nombreuses plongées, depuis plus de 20 ans, nous avons relevé son parcours dans les entrailles de la terre. En la remontant depuis sa sortie, nous voyons qu'elle traverse le village depuis le quartier Les-Chirouses à l'ouest. Avant cela, elle arrive depuis le nord en traversant la route de Gigord. Au-dessus de la route de Gigord, elle serpente sous les terres agricoles depuis cette exploitation d'arbres fruitiers. Elle remonte ensuite en chevauchant par la gauche puis par la droite la route qui monte au village de Lauzeron avant de contourner le laboratoire Sanoflore. Elle arrive maintenant dans la combe du Rieux-Sec qu'elle traverse sous le champ pour s'enfoncer sous la colline vers l'est. L'émergence de Bourne possède un affluent au sud de la route entre Gigord et Beaufort-sur-Gervanne, que nous avons appelé le réseau des vétérans et des gamins, un affluent labyrinthique de plusieurs bras qui rejoint la galerie principale en plusieurs carrefours. Grâce à toutes nos plongées depuis plus de 20 ans, nous avons exploré et dressé une carte précise de cette rivière souterraine sur plus de 7 km connue à ce jour, en plan et en coupe, permettant de réaliser une projection en 3D, une véritable montagne russe circulant sous terre. Un réseau gigantesque de galeries de volumes différentes, de sections confortables à plus intimes, avec de grands volumes et parfois sans pouvoir distinguer toutes les parois qui nous entourent. Mais d'où vient toute cette eau? Elle s'infiltre dans la roche depuis un plateau calcaire qu'on appelle bassin versant. Celui de l'émergence de Bourne se situe au nord de Beaufort-sur-Gervanne, au-dessus de Lauzeron, entre Côte-Blanche et le Vélan, au-dessus de Plante B, jusqu'au col de Bacchus, avec la Blache et la combe du Rieux-Sec au centre. Les eaux de pluie qui tombent sur ce bassin versant s'infiltrent dans le sol à travers des fissures et des pertes. Elles creusent des galeries dans le calcaire, plus ou moins lentement, en formant des concrétions dans ce cas. Ensuite, des rivières souterraines apparaissent, dans lesquelles les spéléologues progressent en nageant lorsqu'elles sont exondées ou en plongée lorsque les galeries sont complètement inondées. À la fin de son parcours souterrain, la source émerge ou résurge, au pied des massifs. La plus connue étant Fontaine de Vaucluse, qui prêtera son nom en nommant ces formations géologiques des résurgences de type vauclusienne. Comme les goules de la tannerie et du pont à Bourg-Saint-Andéol. Parfois, peu d'eau en été, ici un renard qui y pénètre. En hautes eaux, lorsque les pluies sont suffisantes, ici un chien qui s'y baigne, voire même en crue lorsque les précipitations sont abondantes. Lorsque les conditions de visibilité et de débit sont suffisantes, voire même excellentes, nous pratiquons notre passion, la plongée souterraine. Régulièrement, ces eaux souterraines permettent d'alimenter en eau potable des vallées, des villages, jusqu'à créer pour l'émergence de Bourne le pays de Gervanne. Mais ces eaux sont en danger. Les ressources en eau de nos glaciers se réduisent pour disparaître
avec le réchauffement climatique. Ici, la mer de glace. Le glacier qui alimente le Rhône n'est plus l'ombre de lui-même et diminue d'année en année. Ces eaux glaciaires alimentent l'été nos sources, nos ruisseaux, nos torrents, nos cascades, nos rivières, nos fleuves, et ils finiront par s'assécher. Ces réserves en eau sont pompées, traitées, assainies pour alimenter nos foyers. Les eaux souterraines vont devenir un enjeu important pour nos enfants. Mise en place de sondes de conductivité. Afin d'étudier cette réserve en eau karstique, les gestionnaires du captage de l'émergence de Bourne nous ont proposé de travailler avec eux afin de déterminer la qualité des eaux qui circulent dans les veines de la Terre. Pour cela, une série d'instruments de mesure vont être installés dans les galeries noyées à des emplacements déterminés. Sylvain pose à la cote 3000 mètres une sonde afin de relever la conductivité de l'eau lors des fluctuations de débit tout au long de l'année. Posées à différents endroits dans la cavité, ces mesures vont nous permettre de connaître la proportion en eau que chaque galerie et affluent alimente dans le réseau principal. Avec celle de la galerie principale à 3000 mètres, voici les deux autres sondes de conductivité posées dans le réseau des gamins amont et aval. « 10 sondes au total seront utilisées avec un plan de pose précis. Afin de nous donner des valeurs précises dans différents endroits de la cavité, la plus lointaine à 3600 mètres. Un autre type de mesure, cette fois à un instant précis. Lors d'une plongée, nous disposons d'une sonde, puis nous nous déplaçons de 100 mètres en amont environ pour lâcher une solution saline. La solution saline se déplace avec le courant afin d'être mesurée par la sonde disposée 100 mètres en aval. Le temps de passage ainsi que la concentration permet de mesurer le débit à un instant précis dans la galerie. Tout un protocole et la mise en œuvre est référencé dans un document afin de suivre l'évolution des mesures et de documenter notre travail. Nous répétons nos lâchers de solutions salines à différents endroits afin de mesurer l'apport en eau de chaque affluent. Tout est noté, analysé, répertorié, documenté par les gestionnaires du captage. Et nous répétons ce travail tout au long de l'année à des endroits différents. La pose de capteur RIFNET. Un capteur RIFNET permet de mesurer la hauteur d'eau, soit la profondeur, à l'endroit où il est posé, sur une année. Cela nous permet de connaître la hauteur de mise en charge du réseau, principalement en amont lors d'une crue. Pour cela, nous avons posé deux capteurs en aval et en amont dans l'exondé, notamment ici, devant le S3, pour être analysés par un hydrogéologue, Baudouin Lismonde. C'est encore un affiche celui-là.
Ouais, tu vois, on en a un qui est 16-03-2026, ça c'est aujourd'hui, et l'ouverture c'était en 19-2026. Les données ainsi téléchargées montrent les différentes crues tout au long de l'année, notamment la plus importante, celle du 10 mai 2025, et ainsi de zoomer sur la courbe afin de connaître les valeurs de profondeur plus précisément et comparer les deux sondes. La valeur de mise en charge montre un décalage, ce qui signifie que l'aval, donc la galerie noyée principale, monte en premier pour rejoindre le niveau de l'amont pour finir par monter ensemble de près de 10 mètres. Cela signifie que la galerie exondée, où coule en aérien la rivière souterraine, se noie complètement. Prise d'échantillons d'eau. Afin de connaître parfaitement les composés chimiques que compose l'eau qui coule dans toutes les galeries de l'émergence de Bourne, nous réalisons des prélèvements. À l'aide d'une bouteille d'eau que nous avons au préalable remplie d'eau distillée, à des points précis déterminés par les sondes de conductivité, nous purgeons la bouteille avec de l'air pour la remplir avec l'eau de la source. Après la prise d'échantillons réalisée à 3000 mètres dans la galerie principale, nous répétons la manip dans l'affluent, le réseau des gamins, qui, comme vous pouvez le voir, a une eau bien plus cristalline. Et donc, rien qu'à l'œil nu, de qualité différente. Poursuite des travaux de topographie. Lors de notre dernière campagne, nous avons commencé à relever la topographie de la galerie fossile, celle qui part à droite au bout du lac. La galerie des frères amis. Nous repartons une nouvelle fois avec Sylvain, traverser les 3800 mètres de verrou liquide qui nous séparent de l'exondé. Une fois arrivés, après nous être déséquipés, nous laissons scooters et recycleurs dans l'eau pour monter dans l'exondé et poursuivre notre progression à pied sur un sol glaiseux très glissant. Imaginez ce conduit entièrement noyé lors d'une crue, avec un courant de plus de 3 mètres secondes. Une fois arrivés au lac, nous prenons à droite pour nous engager dans la galerie des frères amis. Après un long cheminement sur un sol glissant et chaotique, nous arrivons enfin à la marque
indiquant la fin de la topo, pour commencer à prendre nos mesures en remontant. À l'aide d'une boussole, on prend le cap et la direction, et avec un mètre laser, la distance. Ces données sont reportées sur un carnet topographique, et nous progressons ainsi point par point avant de faire demi-tour, le temps imparti à notre mission dépassée. On retrouve le lac et la rivière souterraine qui circulent en aérien. Une nouvelle fois, nous retrouvons la vasque pour se jeter à l'eau afin de se refroidir. Le cheminement dans l'exondé, en combinaison étanche de plongée, nous met vite en surchauffe. Retour sans visibilité au départ, mais nous retrouvons rapidement une eau très claire pour franchir une nouvelle fois les 3800 mètres de verrou liquide qui nous séparent de la sortie. Les derniers relevés sont ainsi rajoutés à la topo précédente et valider que cette galerie fossile continue à se développer vers le sud-est. La poursuite de l'exploration. Une nouvelle fois de plus, c'est reparti pour traverser les 3800 mètres de galerie. Cette fois, pour aller découvrir un endroit encore inconnu, le S3 et le S4 qui n'ont jamais été plongés. Un trajet qui prend généralement 1h20, mais qu'il m'arrive parfois de franchir en moins d'une heure grâce à mes deux puissants scooters accouplés. Le nombre de fois où j'ai réalisé la traversée, près de 8 km au total. La première fois, c'était en 2005, lorsque j'ai sorti le siphon en exploration. J'accompagne Sylvain, qui sera le premier plongeur à mettre ses palmes dans le S3 et le S4. On se déséquipe une nouvelle fois, on laisse nos recycleurs dorsaux et nos scooters pour progresser dans l'exondé jusqu'à l'actif avec le matériel nécessaire pour plonger le S3 puis le S4. Nous voici arrivés enfin devant le S3. Nous allons enfin lever les interrogations sur cette topographie, 20 ans après avoir découvert ces lieux. Pendant que Sylvain se prépare, je vais chercher les 2 blocs de 4 litres que nous avons transportés lors d'une précédente plongée. Une fois équipé, je lui tends le dévidoir avec le fil d'Ariane pour commencer son exploration en plongée. Je le vois ainsi disparaître au loin. C'est un siphon très peu profond, d'une trentaine de mètres, avec beaucoup de courant, du fait de sa faible section, que je contourne par cette diaclase pour rejoindre Sylvain de l'autre côté à sa sortie. Nouvelle séance de déséquipement pour conditionner le matériel de plongée dans des kits afin de monter par-dessus un éboulis d'effondrement et redescendre entre les blocs jusqu'à la vasque du S4, vierge de toute plongée. Je remonte chercher les blocs de 4 litres que nous avons laissés en hauteur pour les redescendre à Sylvain qui commence à se préparer. Moment de concentration avant le départ, et une fois prêt, je lui tends la plaquette topographique. Sylvain s'immerge. Ce moment tant attendu. Et je le vois disparaître au loin, avec envie, mais avec stress. Aussi loin de l'entrée de la cavité, située près de 6 km derrière nous. Sylvain est à ce jour le seul être humain au monde à avoir vu de ses propres yeux ces lieux. Voyageons avec lui dans ce 4e siphon si mystérieux. Plaquette topographie en main, sur laquelle est fixé de l'éclairage, une caméra et la console de navigation de NC3.
sommes en réalité lors de sa seconde plongée dans ce S4, un an après sa première exploration. Il suit le fil d'Ariane posé précédemment, concentré sur sa progression. Il n'oublie pas de contrôler son recycleur et d'injecter de temps en temps un peu d'oxygène. Après 200 mètres à palmer, Sylvain atteint enfin la fin de sa précédente ligne. Il est temps de sortir le dévidoir, d'attacher le fil d'Ariane solidement et de partir explorer cette galerie totalement inconnue. Mais où cela va-t-il le mener ? Après un trajet de 500 mètres, entre 5 et 10 mètres de profondeur, dans une galerie confortable, Sylvain aperçoit un rétrécissement. Inquiet, il s'approche pour observer le passage. Il en voit un petit, il serait possible de s'y engager. Mais par prudence, il préfère faire demi-tour après avoir sécurisé son fil. Pendant ce temps, j'en connais un qui s'inquiète et qui tourne en rond afin de passer le temps et de se réchauffer. L'eau et la grotte sont à 10 degrés. Cela fait 1 heure que Sylvain est parti et j'ai hâte de savoir ce qu'il a découvert. Le fil d'Ariane posé à l'allée permet à Sylvain de retrouver la vasque d'entrée du S4 où je l'attends avec impatience. Les relevés topographiques ainsi rapportés vont nous permettre de lever le voile sur la direction empruntée par l'actif. Nous pensions que nous allions remonter la combe du Rieu Sec, mais en réalité, nous partons au nord-est, sous la colline. Les deux galeries, l'actif et le fossile, partent du bord du champ à droite de la route pour s'enfoncer sous la colline, avec 50 à 60 mètres de roche au-dessus, à la hauteur du champ. Il est temps de rentrer, avec 6 km de trajet retour à faire, dont 4 immergés, mais avec la banane. Recycleur sur le dos, on retourne dans la vasque du S1, retrouver notre matériel de plongée et rentrer. 4 km encore à franchir, mais certainement les plus reposants après tous ces efforts consentis. On profite du retour pour passer par la galerie des deux frères, avec un certain plaisir, quand comme aujourd'hui, lorsque la grille et le canal sont sous l'eau. Et la suite. Accompagné des plongeurs qui souhaitent progresser en plongée souterraine longue distance, comme ici Benoît, qui vient de franchir à son tour les 4 km de siphon jusqu'à l'exondé. Nous avons déposé 2 blocs de 7 litres
pour permettre cette année d'envoyer 2 plongeurs dans le S4 pour suivre l'exploration en sécurité. Un invité surprise. Nous avons accueilli l'acteur Jean-Marc Barr, le héros du film Le Grand Bleu. Ce film a changé ma vie. Il a fait de moi le plongeur que je suis. Et recevoir son héros dans la qualité qui me tient le plus à cœur, quel plaisir. Nous avons accompagné Jean-Marc dans la préparation d'un film afin qu'il puisse réaliser lui-même les scènes en plongée souterraine. Nous plongeons sous terre par passion. Mais la passion à elle seule ne suffit pas à expliquer ce qui nous pousse à avancer dans l'obscurité. Nous plongeons pour explorer. Explorer ces territoires que l'homme ne connaît pas, ces labyrinthes engloutis où chaque mètre conquis est une page blanche que l'on noircit lentement. Explorer pour comprendre, pour enrichir un savoir encore fragile, encore incomplet. Mais au-delà de l'exploration, il y a une mission plus silencieuse, plus essentielle. Nous étudions l'eau. Cette eau invisible, engloutie, fragile. Cette eau qui circule dans les entrailles de la Terre depuis des millénaires et qui aujourd'hui vacille, sous les effets du réchauffement climatique engendré par l'activité humaine. Une ressource que l'on croit éternelle et qui pourtant s'épuise, se transforme, se dégrade. Comme le disait Jacques-Yves Cousteau, on protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Alors, nous étudions pour connaître. Nous connaissons pour comprendre et nous comprenons pour protéger. Des heures, des jours entiers à passer dans l'eau, souvent dans le froid, dans le noir, dans le silence, bénévolement, avec notre propre matériel, avec nos moyens, avec notre détermination que seule la conviction peut nourrir. Soutenus par la Commission nationale de plongée souterraine de la FFE2SM, nous avançons lentement, méthodiquement, pour cartographier ces mondes invisibles. Là-dessous, ce sont de véritables océans cachés, d'immenses réservoirs souterrains où l'eau circule au rythme des saisons, des pluies, des sécheresses, des canicules. Imaginez une citerne de 10 mètres de diamètre s'étendant sur plus de 6 km. Un volume colossal, vivant, en mouvement permanent. Une eau qui se renouvelle à chaque seconde, mais dont l'équilibre reste encore à décrypter. Et ce renouvellement n'est pas acquis. Il doit être compris, mesuré, surveillé. Si nous voulons offrir à nos enfants autre chose qu'une eau altérée, appauvrie, incertaine, si nous voulons préserver cette richesse essentielle à toute vie, alors nous devons protéger cette ressource et les écosystèmes qui en dépendent. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les prolongements des scientifiques. Leurs yeux là où ils ne peuvent aller, leurs mains dans les profondeurs inaccessibles. Nous sommes ceux qui franchissent les limites. Ceux qui s'aventurent là où la lumière ne va plus, pour ramener des données, des preuves, des réponses. Non pas pour la performance, non pas pour la connaissance, mais parce que nous savons et que savoir, c'est déjà agir. Et au bout de ces questions, il y a une évidence. Ce que nous explorons n'est pas seulement un monde caché, c'est notre avenir. Chaque goutte qui circule dans les veines de la Terre finira un jour entre nos mains, dans nos verres, dans la vie de nos enfants. Alors continuons à avancer, dans le noir, dans le silence, avec humilité. Parce que comprendre aujourd'hui n'est plus un choix, c'est une responsabilité. Et peut-être que notre rôle est simplement celui-ci. Éclairer sans lumière ce qui doit encore être préservé, pour que demain, ce qui coule sous terre continue de faire vivre la surface.